23 avril 2013, 13h07, un tweet de 12 mots apparaît sur le compte Twitter de l'Associated Press. 40 secondes plus tard, 136 milliards de dollars ont disparu de Wall Street. La Maison Blanche n'a jamais explosé. Épisode, faux tweet AP, Wall Street en 6 minutes. Chapitre 1, 13h07. La scène, seconde par seconde. Voici ce que voit un trader new-yorkais ce mardi après-midi d'avril. L'écran affiche un marché calme, légèrement haussier. Les indices avancent doucement depuis le matin. Le Dow Jones flotte autour de 14 700 points, à peu près là où il a ouvert. C'est une journée ordinaire, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. À 13h07, heure de la côte Est, un message apparaît sur le compte @AP sur Twitter. Vérifié, estampillé du badge bleu qui signifie l'authenticité, suivi par près de 2 millions d'abonnés selon les chiffres rapportés au moment du piratage. Le texte est bref, brutal. Breaking, 2 explosions in the White House and Barack Obama is injured. 12 mots, c'est tout. 12 mots nus sous le logo bleu d'une agence vieille de 167 ans, aucune image pour les accompagner, aucun lien pour les vérifier. L'Associated Press a été fondée en 1846. Elle est la plus ancienne agence de presse américaine encore en activité. Ses dépêches ont couvert les guerres mondiales, les assassinats présidentiels, les crises nucléaires. Sa crédibilité est le produit d'une accumulation de 167 ans de rigueur journalistique. Sur Twitter comme ailleurs, quand l'AP tweet, le monde lit. Selon les archives reconstituées par l'Université de Buffalo, le tweet frauduleux est retweeté 4000 fois en moins de 5 minutes. 4000 amplifications humaines, avant même que la vérification ait pu commencer. Mais la vraie contagion, ce ne sont pas les humains qui la déclenchent, ce sont des machines. En quelques fractions de secondes, bien avant que le moindre cerveau humain ait traité l'information, des algorithmes de trading à haute fréquence ont ingéré ces 12 mots. Ils ont reconnu White House, explosion, Barack Obama. Une probabilité de choc géopolitique majeur a été calculée en quelques fractions de secondes. Et ils ont vendu, massivement, automatiquement. D'après Reuters, le Dow Jones plonge de 143,5 points en l'espace de quelques dizaines de secondes. Le S&P 500, indice plus large qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations américaines, perd plus de 136 milliards de dollars, toujours selon Reuters. Brièvement, quelques centaines de secondes, l'équivalent du produit intérieur brut annuel d'un pays comme la Slovaquie disparaît des écrans. Puis à 13h10 environ, l'Associated Press publie un démenti depuis son propre compte. AP Twitter account hacked. The tweet about explosion at the White House is false. Les mêmes algorithmes qui avaient vendu lisent le démenti. Ils rebasculent. 6 minutes après le faux tweet, le marché a récupéré l'essentiel de ses pertes. Le temps qu'il avait fallu pour effacer 136 milliards avait suffi à les ramener. Ce qui s'est passé entre 13h07 et 13h13 n'est pas une panne technique, ni un accident de marché. La séquence expose une vulnérabilité que personne n'avait vraiment mesurée, et la question qu'elle pose n'a pas de réponse simple. Comment ces machines savaient-elles à quoi accorder confiance, et qui avait décidé pour elles que le badge bleu d'un vieux média suffisait ? Chapitre 2, les machines qui lisent. À l'intérieur des algorithmes qui transforment du texte en ordre de bourse. Pour comprendre ce qui s'est joué ce mardi d'avril, il faut entrer dans l'architecture des marchés tels qu'ils fonctionnent réellement, pas tels qu'on les imagine. Le trading haute fréquence en 2013 représente, selon la Securities and Exchange Commission américaine, entre 50 et 55% du volume total des transactions sur les marchés d'actions aux États-Unis. Ce n'est pas un acteur marginal, une niche pour mathématiciens excentriques. C'est la colonne vertébrale du marché. Ces systèmes fonctionnent 24 heures sur 24, sans pause et sans émotion. Ils exécutent des ordres en quelques microsecondes, soit des millionièmes de seconde. Pour donner un ordre de grandeur, un clignement d'œil humain prend environ 300 millièmes de seconde. Le temps qu'une paupière remonte, un algo de trading haute fréquence peut avoir passé plusieurs milliers d'ordres. Ce qui est moins connu du grand public, c'est que certains de ces algorithmes ne se contentent pas de surveiller les carnets d'ordre et les flux de prix. Ils lisent. Pas comme on lit, en cherchant un sens, une intention derrière les mots. Plutôt comme un radar balaie le ciel, ils ingèrent des flux entiers de textes et cherchent des patterns, des mots-clés, des configurations sémantiques associées dans le passé à des mouvements de marché. La technologie sous-jacente s'appelle NLP, traitement automatique du langage naturel. En français dans le texte, c'est la capacité d'une machine à extraire de l'information structurée à partir de langage humain non structuré. Dès 2013, des firmes comme Thomson Reuters et Bloomberg commercialisaient déjà des flux d'informations machine readable, conçus spécifiquement pour être ingérés par des algorithmes sans passer par un œil humain. L'offre News Analytics de Thomson Reuters, par exemple, permettait à un algo de recevoir une dépêche en texte brut et d'en extraire automatiquement un score de sentiments, positif, négatif, neutre, ainsi qu'une liste d'entités nommées. Chaque entité, banque centrale, PDG, institution politique, se retrouvait étiquetée et notée, puis livrée à l'algo en quelques millisecondes.
L'idée centrale est simple. Si une information arrive avant que le marché ne l'ait intégrée, il y a un arbitrage à capturer. L'avantage dure peut-être quelques millisecondes, voire quelques secondes. Mais sur des volumes de plusieurs milliards de dollars, quelques secondes d'avance représentent des dizaines de millions de bénéfices. Ce jour-là, le compte Twitter de l'AP était l'une de ces sources intégrées dans les flux Machine Readable. Vérifié, suivi massivement, avec un historique de fiabilité irréprochable depuis des décennies. Les algorithmes lui accordaient un niveau de confiance maximal. Aucun d'eux n'avait de mécanisme de recoupement avec une deuxième source, de délai de confirmation, de seuil de plausibilité. Pourquoi en aurait-il eu ? La source avait toujours été juste. Le signal était clair, le sentiment extrait était d'une négativité extrême, la réaction logique était de vendre avant que les autres vendent. Ce que personne n'avait anticipé dans toute cette chaîne bien huilée, c'est qu'une source considérée comme infaillible pouvait être retournée contre elle-même. Plus la source est fiable, plus le pirate qui en prend le contrôle dispose d'une arme redoutable. Il y a une logique presque élégante dans ce retournement. L'Associated Press avait passé 167 ans à construire une réputation de rigueur. Et c'est précisément cette réputation qui avait été transformée en détonateur. Le Syrian Electronic Army n'avait pas attaqué le marché financier. Il avait attaqué la confiance que le marché plaçait dans une institution. Nuance décisive, parce qu'elle signifie que renforcer la sécurité technique des serveurs de trading n'aurait rien changé. La vulnérabilité n'était pas là. C'est exactement ce paradoxe que le Syrian Electronic Army a exploité ce jour-là. Chapitre 3. Le chaos redistribue les cartes. Qui gagne, qui perd en 6 minutes. Dans un marché financier, la panique n'est jamais uniformément destructrice. La valeur se déplace, elle ne s'évapore pas. Alors la question qui mérite d'être posée sans détour. Les 136 milliards de dollars qui ont brièvement disparu des écrans ce 23 avril, où sont-ils allés exactement ? La réponse est inconfortable. Les grands perdants sont mécaniquement les vendeurs de panique. Ce sont les acteurs, souvent des investisseurs individuels ou des fonds avec des ordres stop-loss automatiques, qui ont liquidé des positions dans la fenêtre de chute entre 13h07 et 13h10 environ. Un ordre stop-loss, c'est une instruction préalable. Si l'action tombe en dessous de ce prix, vendez automatiquement. Ces ordres se déclenchent sans que personne n'intervienne. Ils ont vendu à des prix artificiellement déprimés des titres qui 6 minutes plus tard avaient recouvré leur valeur normale. Leur perte est définitive, cristallisée. Elle ne se récupère pas quand le marché remonte. À l'autre bout du spectre se trouvent les acteurs qui ont agi en tête de chute et surtout à la reprise. D'abord, les algos qui ont détecté le signal avant la masse et shorté massivement, parié à la baisse, dans les premières fractions de seconde. Ils ont vendu haut, en début de chute, et racheté bas quelques secondes plus tard quand les cours s'effondraient, encaissant la différence. Ce mouvement de rachat, d'ailleurs, contribue mécaniquement à accélérer le rebond. Ensuite, les acteurs les plus rapides à lire le démenti de l'AP, ceux dont les systèmes avaient déjà intégré que le tweet était un faux avant que la plupart des humains ne l'aient même vu, ont pu acheter dans les secondes suivantes à des cours encore déprimés, captant ainsi une prime de risque que le marché offrait gratuitement à ceux qui avaient gardé la tête froide. Ce schéma a un nom dans la littérature économique, redistribution de richesse intra-flash crash. L'épisode précédent le plus documenté est celui du flash crash de mai 2010, où le Dow Jones avait chuté de presque 1000 points en quelques minutes avant de se redresser partiellement. Des études économétriques publiées dans les années suivantes ont montré que les algorithmes de trading haute fréquence avaient capté d'importants profits au détriment des acteurs plus lents pendant cet épisode. L'épisode AP est d'une amplitude bien moindre, mais la mécanique est rigoureusement identique. La vitesse n'est pas neutre dans un marché structuré comme celui-ci. C'est un avantage concurrentiel absolu que les régulateurs n'avaient pas réussi à encadrer. Et ce coût de la lenteur, il n'est pas payé de façon aléatoire. Il est payé systématiquement par ceux qui n'ont pas les moyens technologiques de réagir à la même vitesse. L'investisseur individuel, le fonds de retraite avec ses process de validation humains, l'assureur avec sa gouvernance à plusieurs niveaux, tous arrivent après les machines. Ce que l'épisode AP révèle en filigrane, c'est que la promesse d'égalité des marchés, tous les acteurs face au même cours, au même instant, est une fiction. Dans un marché où la réaction se mesure en microsecondes, la fenêtre entre le premier ordre et le dernier est suffisamment large pour que les plus rapides vivent aux dépens des plus lents. Le régulateur américain, la SEC, a bien tenté de répondre à cette question après l'épisode AP. En septembre 2013, soit 5 mois après le faux tweet, la Commission a publié des orientations sur l'usage des réseaux sociaux pour la diffusion d'informations financières sensibles. Elle a précisé que les entreprises pouvaient utiliser Twitter et Facebook pour communiquer des informations importantes, à condition d'en avoir préalablement informé les investisseurs. Ce n'était pas une réponse à la vulnérabilité exploitée par le Syrian Electronic Army. C'était une réponse à une question différente. Celle de l'équité d'Avrefai était restée sans réponse réglementaire directe.
comment un marché automatisé peut-il distinguer une source fiable d'une source contrefaite en temps réel, en quelques fractions de seconde? Cette question, en 2013, personne n'avait su y répondre. Chapitre 4. Le maillon faible. Quand la confiance institutionnelle devient une arme. Il y a une ironie profonde dans l'architecture que ce tweet a mise à nu. Les marchés financiers modernes ont consacré des années et des centaines de millions de dollars à construire des infrastructures d'une fiabilité technique absolue. Des câbles en fibre optique ont été posés sous l'Atlantique spécifiquement pour réduire la latence entre New York et Londres. Le câble Hibernia Express, lancé en 2015, a ainsi gagné près de 5 millisecondes sur tous les câbles Transat existants, selon les données de Télégeographie. Les serveurs des grandes firmes sont colocalisés dans les mêmes data centers que les places boursières, à quelques dizaines de mètres des serveurs centraux, juste pour grappiller quelques microsecondes supplémentaires. Il existe des équipes entières d'ingénieurs dont le seul travail est d'optimiser la longueur des câbles à l'intérieur des baies de serveurs, parce que quelques centimètres supplémentaires ajoutent des nanosecondes de latence. Toute cette infrastructure ultra optimisée repose sur un postulat que personne n'avait pensé à formaliser, que les sources d'information sont fiables, que le compte Twitter de l'Associated Press dit vrai. Cette hypothèse n'était pas naïve, elle était statistiquement justifiée par des décennies de fiabilité. Elle n'avait jamais été mise en défaut. C'est exactement pourquoi elle constituait une faille béante. En sécurité informatique, on appelle cela un single point of failure, un point de défaillance unique dont l'ensemble du système dépend. Ici, le point fragile n'était ni un serveur ni un algorithme de calcul. C'était un compte sur une plateforme grand public, protégé par un simple mot de passe. Le Syrian Electronic Army n'a pas cassé un algorithme de trading, ni pénétré les systèmes d'une banque. Il a envoyé un email de phishing à des journalistes de l'AP. Une technique d'hameçonnage aussi vieille que l'Internet commercial, documentée depuis les années 90, qui consiste à envoyer un faux email qui ressemble à un vrai pour récupérer des identifiants. Selon la chaîne CBC qui a couvert l'affaire en détail, le Syrian Electronic Army avait déjà piraté une dizaine de médias internationaux dans les mois précédents. CBS News, la BBC, aucun grand nom du journalisme international n'avait été épargné. Le mode opératoire était invariable. Un email frauduleux pour voler les identifiants et le compte basculait en quelques heures. Ce qui changeait avec l'AP, c'est l'ordre de grandeur du multiplicateur de dommages. Un compte Twitter de médias piraté dans des circonstances ordinaires, c'est un incident de réputation qui se règle en quelques heures. Il suffit d'un démenti et d'un changement de mot de passe. Branché sur des algorithmes de trading qui lui accordent une confiance absolue et automatisée, le même incident déclenche une onde de choc financière mondiale mesurable en centaines de milliards de dollars. Ce basculement du qualitatif au quantitatif, de l'incident de réputation au choc systémique, est précisément ce que personne n'avait modélisé. La fragilité n'est pas dans la machine. Les algos ont fonctionné exactement comme prévu. Elle est dans l'interface entre la machine et le monde humain, entre le signal numérique et la réalité physique qu'il est censé représenter. Ce gap, les ingénieurs des firmes de trading l'avaient réduit à quelques microsecondes en termes de latence. Mais sur le plan de la vérification du contenu, ils n'avaient rien prévu du tout. C'est exactement la fissure qu'un groupe de hackers pro-Assad a exploité depuis quelque part au Moyen-Orient, avec un email et un peu de patience. Chapitre 5. L'héritage du tweet AP. Ce que ça préfigure à l'ère des LLM et des deepfakes. 13 ans ont passé depuis ce mardi d'avril. Les marchés ont renforcé leur dispositif. Twitter a introduit l'authentification à 2 facteurs pour les comptes vérifiés. Les firmes de trading algorithmique ont ajouté des filtres de corroboration, des seuils de plausibilité, des délais de confirmation. La Securities and Exchange Commission a ouvert des enquêtes, produit des rapports, recommandé des protocoles. Mais le problème de fond reste entier et il s'est considérablement aggravé. Ce que le tweet AP a révélé en 2013, c'est une vulnérabilité structurelle du capitalisme informationnel. Un marché qui automatise la lecture de l'information hérite de toutes les faiblesses de l'information elle-même. En 2013, fabriquer un faux tweet crédible demandait de pirater un vrai compte. Effort technique réel avec un risque d'exposition élevé à chaque étape. Aujourd'hui, les grands modèles de langage, les LLM, peuvent générer à la demande un article de presse factice, indiscernable d'un vrai à l'œil humain, en quelques secondes et pour un coût proche de zéro. Le même texte, la même fausse dépêche peut être décliné en plusieurs variantes et diffusé depuis des dizaines de sources simultanément, sans qu'un seul humain ait eu besoin d'accéder à quoi que ce soit. Les deepfakes vidéo ajoutent une couche supplémentaire. Ils peuvent mettre dans la bouche d'un président de banque centrale, d'un PDG de multinationale, des mots qu'il n'a jamais prononcés. Avec une qualité de synthèse visuelle et sonore qui rend la vérification de plus en plus difficile en temps réel. Et le marché, lui, est plus algorithmique et plus connecté au flux d'informations que jamais. Selon les données de la CFTC pour 2024, les algorithmes représentent désormais plus de 70% des volumes sur les marchés d'actions américains.
Ces systèmes ne lisent plus seulement Twitter, ils ingèrent les transcriptions de conférences téléphoniques trimestrielles, les communiqués de la Réserve fédérale et les fils d'actualité de plusieurs centaines de sources en même temps. Ils ont été entraînés sur des décennies de données pour identifier des corrélations subtiles entre certains mots et certains mouvements de marché. 2013, en ce sens, ressemble à un avertissement que le système financier mondial a absorbé sans vraiment en tirer les leçons structurelles. On a corrigé la vulnérabilité spécifique, le compte Twitter de l'AP sans authentification forte. Mais le problème sous-jacent, lui, n'a pas été résolu. Un marché automatisé sur la lecture du langage devient aussi vulnérable que le langage lui-même. Et le langage, depuis l'avènement des LLM, n'est plus une ressource rare. Il n'exige plus de compétences particulières pour en produire en masse. La barrière à l'entrée de la désinformation financière de haute précision s'est effondrée pendant que la surface d'attaque s'est démultipliée. Il y a une leçon que les acteurs les plus lucides du secteur financier ont commencé à intégrer dans les années récentes, mais qui reste profondément contre-intuitive pour des systèmes conçus pour aller vite. Cette leçon, c'est que dans un environnement où le langage peut être produit à l'échelle industrielle par des machines, la vitesse de réaction devient un risque autant qu'un avantage. Un algo qui réagit en 10 millisecondes à une fausse information a le temps de propager l'erreur à une échelle bien supérieure à celui qui attend 100 millisecondes avant d'agir. La course à la vitesse absolue, qui a dominé la décennie 2010, commence à se heurter à la nécessité d'insérer une friction, même infime, dans la boucle de décision. Certaines bourses ont expérimenté des mécanismes de délai aléatoire minimal pour égaliser les conditions de réaction. La bourse de New York a introduit des speed bumps, des ralentisseurs, sur certains segments de marché. Ces mécanismes ne résolvent pas la question de la vérification de l'information, mais ils réduisent l'amplitude du dommage causé par un signal erroné. Dans un marché où tout le monde réagit en 10 millisecondes, une fausse information fait des dégâts en 10 millisecondes. Là où la réaction minimale est d'1 milliseconde, ce même signal erroné laisse davantage de temps pour qu'une vérification humaine ou algorithmique intervienne. La vraie question n'est pas de savoir si quelque chose de similaire se reproduira. C'est de comprendre que le prochain hack crash ne ressemblera probablement pas à celui de 2013. Il sera mieux préparé, mieux ciblé, mieux calibré pour l'infrastructure actuelle. Un texte, quelques phrases bien choisies, publiées au bon moment sur les bonnes sources, réelles ou synthétiques. Et un marché qui aura passé 13 ans à gagner quelques nanosecondes de vitesse sans jamais vraiment résoudre la question de la confiance. Vous écoutiez Faux Tweet AP, Wall Street en 6 minutes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui croit encore que les marchés réagissent à la réalité.